Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et on est déjà jeudi dans cette semaine et on est le 8 février. Tommy Auger, journaliste pour Nous TV et Jean Saint-Pierre de Traction Radio. Salut Jean! Bonjour Tommy! Ça va bien? Oui. Il fait tellement beau dehors, profitez-en si vous avez l'occasion de sortir, là. C'est une superbe de belle température aujourd'hui. Oui, ça devrait être intéressant. Du côté de Skigalix, qui nous avait invité hier d'ailleurs, une conférence de presse pour faire le point sur le fameux projet de construction d'un nouveau chalet au coût de 3,2 millions de dollars. On va en parler en fin d'émission avec la présidente du conseil d'administration, Ghislaine Langelier, du projet de chalet. Ça va se faire. Là, il manque juste un petit 141 000. On devrait trouver sur un projet de 3,2 millions. En plus, dans la liste là, des entreprises qui nous ont montré, qui ont contribué, il y a des gros joueurs qui ont pas leur nom là. Fait que j'imagine qu'ils vont... Ouais, mais pas mal les gros joueurs de ce style ont déjà fait leur part. On a ramassé déjà un demi-million dans le milieu. Je pense à Rio Tinto, qui va être le principal partenaire financier. On va l'appeler le partenaire descente. Il y a aussi un partenaire Super G, Aluminerie Alouette, qui investit un bon montant là-dedans aussi. Alors voilà, on fait le point sur ce projet de nouveau chalet à Skigalix en fin d'émission. Avant ça, on va parler du budget à Port-Cartier. Tommy, ça a été adopté hier soir. On parle d'une hausse de taxes, rien de comparable avec celle à Havre-Saint-Pierre, par exemple. Même un peu plus bas que la hausse de taxes annoncée en début d'année pour les contribuables de cette île. Donc 1,5 % la hausse de taxes à Port-Cartier. Alain Thibault va le défendre, son budget, dans quelques minutes sur nos ondes en entrevue. Il y a toujours, on fait toujours ça quand on adopte un budget. On adopte aussi un plan là pour les infrastructures sur les 3 prochaines années. Triennal, Alain Thibault mise principalement sur 3 projets là qu'on aimerait réaliser du côté de Port-Cartier au cours des prochaines années. On en parle à partir de 12h15. Tu sais que c'est pas évident, Tommy, d'envoyer un colis là pour nos producteurs bioalimentaires. Ça, là, c'est compliqué. Il y avait eu une belle formation l'an passé là, sur tout ce qui était emballage, surtout du côté alimentaire, parce que des fois, il faut conserver nos choses, faut que ça soit attrayant aussi. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Oui, mais il y a la question du coût de transport. C'est dur d'exporter à partir de la Côte-Nord quand on travaille avec des petites quantités. On pense à nos producteurs qui veulent cuisiner nos bons fruits de mer, par exemple. On pense à tous nos petits fruits sur la Côte-Nord. Si on n'a pas une palette là ou un conteneur à remplir, ça vient très, très, très coûteux. Il y a des opportunités d'affaires qu'on perd dans la région. On est en train de réfléchir, de chercher des solutions. C'est la table bioalimentaire de la Côte-Nord qui travaille ce dossier. On va en parler avec le directeur Marc Normand. Il y a un beau souper en fin de semaine aussi, Greffe-toi à nous. Le président du conseil d'administration de l'organisme, Dave Clemens, de même que le docteur Bruno Imbeau, pneumologue. Président d'honneur, Qui est président d'honneur de ce 5e souper bénéfice au profit de Greffe-toi à nous. C'est un de nos anciens camarades, Lucien Dallaire, qui a fondé cette organisation-là. C'est jeune, écoute, ça n'existait pas avant, puis ça coûte très cher. Le docteur Imbeau va nous l'expliquer. Toi, tu le sais, là, des déplacements quand on a des enfants ou quand nous-mêmes, on a besoin d'une greffe. Mais dans le cas d'une greffe, là, c'est beaucoup de déplacements. Parce qu'en plus, t'arrêtes de travailler. Tu peux pas travailler pendant ce temps-là. Fait que c'est une coupure de salaire en plus pour une famille, être à distance. Il y a un impact monétaire, moral, physique, vraiment, là, ceux qui sont en attente de greffe ou en rémission de greffe. Il y a vraiment plusieurs impacts. On connaît bien Maryse Clemens qui l'a vécu à cette île. Dr Bruno Imbeau, c'était sa patiente. C'est un peu elle d'ailleurs qui l'a invité à s'impliquer dans cette campagne de financement. À 12h40, cette entrevue avec le Dr Imbeau et Dave Clemens, président du CA de Greffe-toi à nous. Voilà, c'est le menu pour ce midi. Et on y va avec les actualités. Actualité Pure FM. Ben oui, le conseil municipal de Port-Cartier a adopté à l'unanimité hier soir son budget 2018 prévoyant une hausse de taxes de 1,5 %. Le budget équilibré prévoit des revenus et des dépenses de 22,6 millions de dollars à la ville de Port-Cartier. Le maire Alain Thibault remarque que l'objectif du gel des taxes n'est pas atteint, mais que la hausse est raisonnable. Le maire Thibault est satisfait du travail accompli pour élaborer son premier budget. On y a été pour
la qualité de vie aussi de l'ensemble de tous les citoyens de la ville de Port-Cartier. On a demandé un exercice rigoureux de la part de tous nos gestionnaires. On a eu un premier draft du budget qui nous satisfaisait pas, donc on leur a demandé de couper encore pour en arriver à avoir un budget qui était vraiment acceptable. Les comptes de taxes seront expédiés mercredi prochain aux contribuables de Port-Cartier. La valeur moyenne d'une maison familiale est de 159 824 $. Son propriétaire recevra un compte de 1806 $ pour 2018. Les industries et les commerces fournissent 45% des revenus de la ville. Le NPD a déposé une plainte officielle au Bureau de la concurrence contre Air Canada concernant le prix des billets d'avion en région. Le Parti fédéral estime qu'Air Canada profite d'une situation de quasi-monopole dans le marché des vols régionaux. Air Canada a annoncé la semaine dernière une baisse de ses tarifs, mais seulement sur certains forfaits de 10 ou 30 billets. Plusieurs élus du Québec, dont le maire de cette île, ont dénoncé au sommet sur le transport aérien régional des prix exorbitants, notamment entre Montréal et la Côte-Nord, toujours plus cher qu'un vol pour Paris ou Pékin. Le gouvernement du Québec a annoncé 8 mesures au sommet qui seront financées lors du prochain budget. Les scientifiques recommandent une baisse de 42% des quotas de crevettes dans le Saint-Laurent. La biomasse est en déclin, particulièrement dans la principale zone de pêche au large de Sept-Îles et Port-Cartier. Les avis scientifiques ont été présentés hier aux pêcheurs lors de rencontres du comité consultatif du ministère des Pêches et des Océans du Canada. Le ministre Dominique Leblanc prendra la décision finale, probablement au mois de mars, quand il va annoncer les plans de pêche pour la prochaine saison. Donc, c'est une recommandation des scientifiques. En fait, il y a 4 zones de pêche, 4 bancs de crevettes dans le Saint-Laurent. Celui de la Basse-Côte-Nord et celui d'Anticosti, selon les biologistes, est en bonne santé, mais les populations de Sept-Îles-Port-Cartier, de même que la population de crevettes du côté des Escoumins, est en fort déclin. En 2017, les pêcheurs ont réussi à capturer seulement 68% des quotas accordés par le gouvernement. Les coûts élevés pour le transport de petits colis représentent un frein pour plusieurs entreprises. La table bioalimentaire de la Côte-Nord cherche des solutions pour améliorer la logistique transport pour les producteurs. Souvent, le transport coûte plus cher que le produit expédié en petite quantité. Par exemple, le grenier Boréal de Longue-Pointe-de-Mingan avait un acheteur pour ses produits à Montréal, mais les coûts de transport rendaient la vente impossible. La nouvelle microbrasserie de Natashquan éprouve le même genre de problème pour fournir régulièrement ses clients dépanneurs à Sept-Îles. La table bioalimentaire de la Côte-Nord a mandaté l'Institut international de logistique de Montréal qui étudie le problème. Le directeur de la table bioalimentaire, Marc Normand, constate que beaucoup d'entreprises sont touchées. Même pour les restaurants, un restaurant à cette île qui veut s'approvisionner régionalement, est-ce que, par exemple, il y a le producteur, est-ce qu'il est en mesure de lui envoyer dans les temps, il y a beaucoup de facteurs à tenir compte. C'est ça qui est difficile pour les petits volumes. Les défis sont nombreux, notamment pour les entreprises de la Mingani et de la Basse-Côte-Nord. Les délais de livraison, la fréquence des voyages et le peu de transport adapté aux produits réfrigérés ou congelés constituent des problèmes qui s'ajoutent au fait que le transport coûte plus cher que le produit. Les métallos appuient les travailleurs en lock-out de l'aluminerie de Bécancour. Le syndicat qui regroupe des milliers de membres sur la Côte-Nord constate que l'Assemblée nationale a envoyé hier un message clair aux dirigeants de toutes les alumineries du Québec en adoptant une motion unanime pour une reprise des négociations. Le directeur des métallos du Québec, l'ex-sétilien Alain Croteau, croit qu'il y a un pacte social entre les alumineries et l'ensemble des Québécois. Selon Alain Croteau, le lock-out en Mauricie est un conflit privé, mais les rabais d'électricité consentis par le gouvernement du Québec ou par Hydro-Québec est très public. Les métallos constatent que le gouvernement envoie un message clair à l'ensemble des alumineries en reconnaissant qu'un tel conflit de travail a des impacts trop négatifs sur les familles de la région et sur l'économie. Les dirigeants de la station de ski Galix confirment la construction pour novembre 2018 d'un nouveau chalet d'accueil. Ils
ne manque que 141 000 pour compléter le financement du projet de 3,2 millions de dollars. Le Sept-Îlien Denis Blouin agira comme chargé de projet. Les appels d'offres seront publiés bientôt pour retenir un entrepreneur qui œuvrera dans la construction du bâtiment au cours de l'été. Le gouvernement du Québec verse une subvention de 1,4 million de dollars pour ce projet. Les villes de Port-Cartier, Sept-Îles et la MRC de Cette-Rivière contribueront financièrement comme partenaires de la station de ski. La récente campagne de levée de fonds a permis de récolter 500 000 $ auprès des gens d'affaires et des membres. Le maire Alain Thibault défend son budget 2018 adopté unanimement par le Conseil hier et la hausse de taxes de 1,5 % dans quelques secondes. Attitude. Votre mère aussi pourrait faire partie des 72 %. Saviez-vous que 72 % des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs. Contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Jacques Comélie. Ici Julie Darèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Blais. Ici Dani Darèche. C'est un rendez-vous au 94.1 ce samedi 17h. Pure FM 94.1. jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le budget a été adopté hier à l'hôtel de ville de Port-Cartier. Le maire Alain Thibault est avec nous pour le défendre. Bonjour, Monsieur Thibault. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Le budget adopté, on parle d'une hausse de 1,5 %. C'est raisonnable quand même, surtout si on compare à Havre-Saint-Pierre. C'est même en bas de ce qu'on a voté du côté de la ville de Sept-Îles également. On a atteint les objectifs pour ce budget adopté à l'unanimité par le Conseil hier, là? Oui, ben, c'est sûr qu'on se fixe toujours comme objectif, là, 0 augmentation. C'est bien sûr, mais à un moment donné, on se rend compte au bout de tout ça qu'il faut vraiment être réaliste et tout ça. C'est qu'on y a été en pensant aux citoyens d'abord, comme le disait ma campagne électorale. Donc, on y a été pour la qualité de vie aussi de l'ensemble de tous les citoyens de la ville de Port-Cartier. Donc, on a demandé un exercice rigoureux de la part de tous nos gestionnaires. On a eu un premier draft du budget qui nous satisfaisait pas. Donc, on leur a demandé de couper encore pour en arriver à avoir un budget qui était vraiment acceptable. Ouais, ça n'a pas rencontré nos objectifs, mais quand même, on est extrêmement satisfait du résultat. D'abord, je tiens à remercier nos gestionnaires parce qu'ils ont fait un excellent travail là-dedans, et ainsi que notre service de trésorerie, puis l'ensemble du conseil municipal, puis l'ensemble de toute l'équipe aussi à la ville de Port-Cartier, parce que je pense qu'on a fait tout un travail pour en arriver à avoir un budget qui, je pense, qu'il est satisfaisant pour l'ensemble des Port-Cartoises et Port-Cartiers. On parle de hausse de dépenses de 435 655 $ à la ville de Port-Cartier. Il y a bien des choses qu'on n'a pas de marge de manœuvre, hein, Monsieur le maire. C'est comme ça. La Sûreté du Québec, c'est le gouvernement du Québec qui décide de la facture, puis elle est plus élevée que l'année précédente. Et il y en a plein des factures comme ça qu'on n'a pas le contrôle, hein? Ben, c'est bien sûr qu'il y a des incompressibles. Ou ce que c'est qu'on a demandé à nos gestionnaires d'arriver puis de compresser, ben ils l'ont fait, puis ils l'ont fait très bien, et même peut-être un peu trop, parce que au final, dans une réunion du conseil, ben de ce que c'est qui avait été coupé, on a trouvé que non, pour maintenir une belle qualité de vie et des standards là, dans nos loisirs et autres, là, ben on en a remis là, une centaine de mille. Là. Disons qu'on a été généreux, je pense, mais par contre, je pense que les Port-Cartois le méritent tous. Je vois que bon, c'est au niveau de la gestion du personnel, du nombre de travailleurs où on peut économiser le plus. Là, on va économiser environ un peu plus de 100 000 $ à ce niveau-là. On a vraiment regardé chaque poste budgétaire là pour en visant un gel de taxes finalement. Oui. On a regardé chaque poste budgétaire. Le message a été passé à nos gestionnaires de couper dans le département respectif. Ils ont fait un très bon travail et même au-delà de nos espérances. Puis c'est sûr qu'il y avait des choses qu'on ne tenait pas à prix pour assurer, comme je vous disais, un beau standard à la ville de Port-Cartier. Donc, on a fait un choix, puis on a choisi une légère augmentation de taxes pour venir combler notre manque à gagner pour avoir un budget équilibré. Puis je pense que c'était une très bonne décision de la part de l'ensemble des gestionnaires et de l'équipe là, à l'hôtel de ville. Ouais, faut dire que vos prédécesseurs avaient quand même fait un bon travail de gestion, Monsieur Thibault, faut le reconnaître. Là, le service de la dette, entre autres, on économise
sur le service de la dette. D'habitude, c'est quand même important, là, la dette, les emprunts de la municipalité. Quand on fait des gros projets comme les travaux à l'Arena, il y a pas si longtemps, on emprunte, mais on est en bonne position. Si on regarde, on n'est pas trop endetté finalement à la ville de Port-Cartier. Non, c'est sûr qu'on vise toujours à être le moins possible endetté, mais par contre, à un moment donné, tu sais, on a des infrastructures, faut les mettre à niveau, faut se conformer aux exigences des ministères un peu partout. C'est sûr qu'on fait d'autres projets puis tout ça, c'est qu'à un moment donné, ben ça vient contribuer un peu à l'endettement. Donc, on essaie d'arriver puis faire attention dans les autres places où c'est qu'on peut arriver puis compresser. On est une belle ville puis on va continuer de l'être puis on va prendre des moyens nécessaires. Puis oui, il y a eu du bon travail de fait avant puis on va continuer dans le même sens. Donc, si on regarde les dépenses, la répartition des dépenses, la dette, c'est à peine 3,62%. Il y a quand même le remboursement du capital qui est 17,6%. Au niveau des loisirs et de la culture, un peu en bas de 15% les dépenses. La question du directeur des loisirs, on l'avait réglé, là. Finalement, il va y avoir quelqu'un en poste. Oui, il va y avoir quelqu'un en poste. Il va y avoir des tests qui vont être faits, puis on va choisir un directeur parmi les 3 régisseurs. Mais par contre, le régisseur qui va prendre le poste de directeur ne sera pas remplacé. Donc, on va tomber à 2 régisseurs puis un directeur. Bon, se partager les tâches. C'est ça qui a été pris comme décision de la part du Conseil durant nos séances de budget. Comme toutes les villes, on a des obligations en hygiène du milieu, aqueduc et égouts. C'est des dépenses importantes, 21%. Le transport, 13,36%. La facture de la Sûreté du Québec, on l'a dit, c'est en hausse. C'est quand même près de 11% du budget de la ville. Pour ce qui est du déneigement puis tout ça, là, les travaux publics, on est satisfait de l'entente. Finalement, on n'a pas apporté trop de changements versus toute la plan de réorganisation qu'avait fait le conseil précédent, là. Ouais, ben c'est ça. Non, là, ça va bien. C'est bien sûr qu'on a des dépassements de coûts dans le déneigement, comme toutes les villes. Il neige à Port-Cartier, il neige à Sept-Îles, il neige partout. Donc, on fait ben qu'on n'a pas le choix. On reste à la Côte-Nord, puis on n'a pas le choix. Ça fait Dame Nature, on contrôle pas ça. Donc, au-delà de tout ça, ben on paye. C'est pour qu'on fasse. On a choisi de ramasser la neige, on la ramasse, puis on s'organise avec tout ça. Mais là, dans l'ensemble, je pense qu'on s'en tire très bien. Quand on se compare du côté de Port-Cartier, là, c'est peut-être la meilleure chose à faire dans un budget. On parle d'une population de 6589 habitants officiellement à Port-Cartier. Là. Le compte de taxes moyen va être de 2581 $, si j'ai bien compris. Comparé à d'autres municipalités de la même grosseur, on est pas mal dedans, monsieur le maire, hein, parce que une municipalité de 2000 à 10 000 personnes au Québec, là, le compte de taxes, c'est à peu près 2300 $. C'est ça, on est pas mal dedans. Puis si on regarde là, la moyenne au Québec, on est à 2718, puis nous, on est à 2581. Je pense que, tu sais, on est pas mal là. On est pas mal dedans. C'est sûr qu'on vise toujours mieux, mais par contre, là, je pense qu'on s'en tire très bien. Avec l'augmentation de 1,5%, ben en 2017, notre taux de taxe était avec la Sûreté du Québec 1,1134 $. Cette année, il va être à 1,1301 $. Pour une maison moyenne de 159 824 $, ça représente une augmentation de taxes de 26,69 $ par année. Donc, je pense qu'on s'en tire très bien. Bon, ben les gens devraient pas trop grogner fort, comme on a entendu cette semaine du côté de Havre-Saint-Pierre, avec une hausse de 19%. Même tout le genre de commentaires qu'on a eu après l'annonce, là, la hausse de taxes un petit peu plus élevée du côté de Sept-Îles, ça a généré beaucoup de commentaires Facebook. Le maire de Port-Cartier devrait bien s'en tirer, lui, au niveau de la grogne. Là, le monde semble plutôt satisfait, donc. Ben, hier soir, là, je peux te dire quand on a présenté le budget hier soir, ça a été très bien accueilli. Les gens ont posé des questions. Pour vous donner une idée, on a commencé notre réunion, il était 8h à 7h hier soir. À 8h moins 20, 8h moins quart, c'était déjà fini avec la période de questions. On avait le temps à tuer jusqu'à 8h. Donc, j'ai invité les gens à échanger avec nous, nous amener des commentaires puis tout ça. Puis c'était très bien. Ça nous a permis d'arriver puis d'élaborer sur d'autres sujets. Puis à 8h, on acceptait là, notre règlement en taxation. Puis à 8h15, c'était fini. Ça prouve que les gens là, n'étaient pas malheureux de ce budget-là, je pense. Ceci étant dit, ce qui est toujours intéressant quand on adopte un budget, c'est qu'il y a aussi on adopte toujours aussi un programme des dépenses en immobilisation
mobilisation. On essaye de regarder 3 ans d'avance là, des projets qu'on voudrait réaliser à Port-Cartier. Ça fait des discussions intéressantes aussi pour votre conseil, là, parce qu'on est en début de mandat. On se lance vers quoi pour les prochaines années, Monsieur le maire? Là, on en a discuté avec les nouveaux élus? Oui. Ben, c'est sûr que, gars, je n'ai pas la liste de tous les projets en immobilisation. C'est embêtant, hein? Il y en a, c'est une liste de 50 projets que j'ai sous les yeux, là. Quoi, le quai municipal, c'est toujours le gros problème qu'on aimerait régler. La question d'érosion des berges aussi, ça va demander de l'argent, ces dossiers-là, hein? C'est sûr, mais par contre, vois-tu, le plan d'intervention de nos rues, en ça, l'eau potable du secteur Pentecôte, mise à niveau des eaux usées à Port-Cartier, rénovation des filtres pour l'usine d'eau potable à Port-Cartier, changement de ponceaux, 4 ponceaux sur le portage des mousses, puis l'achat d'équipements et de machinerie, ben c'est toutes des choses qui sont sur nos programmes de mobilisation. Donc oui, puis on a, c'est bien sûr le problème de l'érosion des berges qu'il va falloir régler. Et oui, ça va occasionner des grosses dépenses puis tout ça. Mais par contre, on doit faire face à ça. Puis je pense qu'on est dans la bonne voie. Ouais, on pense qu'on est bien positionné aussi. On va aller chercher des fonds du gouvernement du Québec. On est en allée d'élection en 2018. Il y a des représentations qui vont se faire. Là, le maire est à Québec d'ailleurs aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut là? C'est surtout le quai municipal qu'on voudrait régler le dossier avec le gouvernement du Québec là, parce que les contribuables ont quand même déjà fait leur part à Port-Cartier pour le quai là. C'est sûr, mais j'attends des nouvelles de ça, à savoir ça va être quoi, exemple, la contribution de la ville de Port-Cartier. Oui, c'est vrai que oui, la ville de Port-Cartier s'est portée acquéreur du quai, mais par contre là, on est éligible dans divers programmes. J'attends des nouvelles de ça dans les jours à venir. Puis j'ai rencontré le ministre Arcan la semaine passée dans le cadre du sommet aérien. Puis oui, les approches ont été faites, les portes sont ouvertes avec le gouvernement. On espère bien gros être subventionné puis cadré dans les programmes pour pouvoir arriver puis mettre à niveau notre quai, une première phase du moins. Il y a été question aussi du projet éolien, puis on mise beaucoup là-dessus, c'est bien sûr, qui amènerait de l'eau au moulin. J'ai apporté aussi à Québec un dossier communautaire qui nous tient à cœur, la ressource L'élan, qui vient en aide à des familles là, en séparation, des gens en détresse ou quelque chose du genre. C'est que, gars, c'est 3 dossiers que je vais porter. Ça sert à rien de n'amener une tonne, là. Amène-en un peu, puis essaye de les rendre jusqu'au bout. Puis le quai municipal, c'est bien sûr que c'est le levier économique pour la ville de Port-Cartier. Puis là, il semble avoir le prix des métaux commence à augmenter. On commence à voir pointe, ben c'est sûr qu'avec le lac Blum, carte d'école, puis tout ça. Je pense que l'avenir sur la Côte-Nord, je pense qu'il s'annonce prometteur, puis je pense qu'on devrait être en business à Port-Cartier, nous aussi. Puis Port-Cartier a toujours un petit avantage d'avoir Mme Laurence Méthode dans l'entourage du ministre Pierre Arcan. C'est quand même l'ancienne mairesse. Alain Thibault a travaillé avec Mme Méthode pendant au moins un mandat, en tout cas. Ça fait que probablement qu'il va utiliser cette carte-là, là, cette porte d'entrée au gouvernement du Québec. Elle est déjà utilisée, cette carte-là, mon cher ami, puis je peux te dire un gros merci à Mme Méthode qui me facilite la tâche en m'ouvrant des portes auprès du gouvernement du Québec. Puis c'est extrêmement apprécié. Puis ça, c'est pour le mieux-être là, d'ensemble des citoyens de la ville de Port-Cartier. Puis j'invite Monsieur Porlier à faire de même. Je crois qu'il y a une belle relation lui avec Mme Méthode. Ça que je pense que c'est un plus pour nous autres. Alain Thibault, maire de Port-Cartier, un gros merci pour l'entrevue. Ben merci beaucoup, Monsieur Saint-Pierre, puis bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Elles nous quittent, elles doivent partir. C'est le moment de nous séparer de nos grandes caravanes 2017. Olivier Chrysler Sept-Îles vous offre jusqu'à 12 500 $ de rabais sur ses grandes caravanes 2017. Profitez de cette offre exceptionnelle pour offrir à votre famille le confort et la sécurité. Venez les voir, les essayer et obtenez jusqu'à 12 500 $ de rabais. Passez vite nous voir chez Olivier Chrysler pour les détails. 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Pour ma retraite, je planifie.gouv.qc.ca un voyage sur la côte ouest avec mon amoureux. Je planifie.gouv.qc.ca de rénover le petit chalet familial. Mais au final, pour ma retraite, je planifie.gouv.qc.ca tout simplement de pouvoir savourer des petits bonheurs au quotidien. Bien avant de profiter de votre retraite, il faut commencer par la planifier. Pour partir du bon pied, démarrez avec l'outil Simulaire sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Côte-Nord. Attitude.
Je suis en compagnie du directeur de la table bioalimentaire de la Côte-Nord, avec qui on va parler transport, parce que on a des beaux produits, des bons produits sur la Côte-Nord, mais parfois les coûts de transport pour nos producteurs, acheminer ça par exemple vers Montréal, ça coûte plus cher que la valeur du produit. On a effectivement un problème là de logistique de transport quand on veut expédier des choses, des petits volumes. Marc Normand, bonjour. Bonjour. On réfléchit à cette question-là depuis plus d'1 an à la table bioalimentaire. Vous devez avoir quand même beaucoup de membres là qui ont ce problème-là, hein, quand on veut, je sais pas, moi je pense aux microbrasseries, aux bleuets, à tout ce qu'on peut produire en petite quantité dans la région. Il y a des clients, mais c'est le transport notre problème. Oui, ben c'est sûr que c'est un dossier que j'entends parler depuis plusieurs années, mais c'est difficile à aborder parce qu'il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Par quel bout on prend ça? Il y en a qui ont des plus de difficultés que d'autres. C'est ça qu'on s'est rendu compte à un moment donné que c'était vraiment pour les petits volumes que c'est plus problématique. Shipper un conteneur en Chine ou envoyer une palette, c'est déjà beaucoup mieux que quand tu as une petite boîte qu'il faut que tu envoies de Saint-Pierre, par exemple, ou Natashquan, jusqu'à Bécomo ou même plus loin. Oui, et dans le bioalimentaire, sur la Côte-Nord, on en a beaucoup quand même, des produits souvent cuisinés, raffinés, fins. L'exemple de la microbrasserie Saint-Pancras, c'est un bon exemple. Là, on n'a pas toujours autant de bière que de la Budweiser, finalement. On n'a pas des palettes, finalement. Ben, déjà, les microbrasseries, c'est déjà... il y a Saint-Pancras, maintenant il y a Tadoussac, il y a des projets ailleurs aussi. Il y en a une à Natashquan, il y en vend à Sept-Îles. Déjà, c'est des distances quand même pour livrer quelques caisses de bière, là. Oui, mais si on revient 10 ans en arrière, on n'avait pas autant de produits transformés qu'aujourd'hui. Mais là, c'est ça qui est la difficulté, c'est quand on arrive avec une petite boîte, puis là, surtout avec le commerce en ligne aussi, on veut pas... les entreprises se dirigent tranquillement vers ça, mais quand tu es sur la Côte-Nord puis que tu veux envoyer un produit, tu as une commande de Montréal pour envoyer, ben à un moment donné, il faut faire face à la réalité. Là. Et justement, on en a quand même pas mal des produits comme ça. Si je prends l'exemple des marchés publics, là, quand on va à Sept-Îles au Vieux-Quai, l'été, vous êtes là, les samedis, il y a toutes sortes de beaux petits casseaux, de belles présentations. On pense à la mise en marché beaucoup, mais là, il faut voir également la question du transport dans tout ça. Oui, parce qu'il y a des produits frais, il y a des produits congelés, il y a des produits secs. Fait que là, ça s'agit de voir. Là, c'est une question aussi c'est vraiment de la logistique parce que déjà, il y a des périodes qui sont où il y a plus de produits qui pourraient être acheminés à l'extérieur. Pense entre autres à des produits marins, sinon des bleuets. Durant l'été aussi, il y aurait possiblement des légumes aussi. Il y a quelques entreprises qui font une production potagère. Mais déjà, avec ces produits-là, ben, il s'agit de voir de quelle façon on peut les amalgamer, par exemple, ou est-ce que s'il y a 4-5 entreprises qui ont quelques boîtes, ben peut-être que finalement, en envoyant ça tout ensemble, ben il y aurait possibilité de réduire les coûts pour les entreprises. Fait que c'est ce genre de choses qu'il faut penser, puis qu'il faut... C'est le genre de solutions qu'on recherche. Des bons exemples, on peut prendre celui de Grenier Boréal, là, par exemple, à Longue-Pointe de Mingan. C'est une entreprise performante. Ils ont même eu la visite de David Suzuki. Ils ont gagné un prix. Ils commencent à avoir une bonne réputation qui déborde la Côte-Nord. Le monsieur, il y avait un client à Montréal qui était intéressé par ses produits. Ben, il faut les livrer à Montréal. On est obligé de refuser finalement une entente, un partenariat économique. Ben, c'est un exemple, mais tu sais, il y en a d'autres. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça là. Puis même pour les restaurants, un restaurant à Sept-Îles qui veut s'approvisionner régionalement, ben à ce moment-là, est-ce que par exemple est-ce qu'il est en mesure le producteur, est-ce qu'il est en mesure de lui envoyer dans les temps, il y a beaucoup de facteurs à tenir compte. Puis c'est ça qui est difficile pour les petits volumes. Ouais. Et la table bioalimentaire est pas là seulement pour nous parler du problème. On cherche des solutions, j'imagine. D'ailleurs, on travaille avec l'Institut international de logistique de Montréal. Ils sont un peu spécialisés là-dedans, quoi, la question des transports à petit volume. Il y a d'autres régions qui le vivent aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des régions éloignées. Eux, de leur côté, ils travaillent la logistique sur plusieurs plans. Le transport en fait partie. Ça peut être pour dans certains cas des
grandes entreprises aussi qui doivent faire un suivi, mettre des puces électroniques, des choses comme ça. Il y a la logistique de transport, c'est très très large. Mais dans notre cas, c'est sûr que c'est pour le petit volume là, pour lequel ils nous viennent en aide pour estimer justement quelle serait la solution, identifier quelle serait la solution qui correspondrait le mieux à nos besoins, aux besoins de nos entreprises sur la Côte-Nord. Fait que déjà, ça peut changer d'une région à l'autre, mais il n'y a pas eu de... Même si la problématique est commune dans plusieurs régions, je sais qu'en Gaspésie, ils ont travaillé la question, au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, Abitibi, tout ça. Ce qu'on est en train de faire, il n'y a personne qui le fait encore. Fait que peut-être qu'éventuellement, on verra si on est en mesure de partager aussi des façons de faire ou finalement au profit de nos entreprises et de tout le monde. Ouais, et on se donne des délais pour ça, quoi. J'imagine que chaque producteur cherche ses propres solutions à partir de ce qu'il y a à vendre, de ce qu'il y a à proposer aussi. La solution d'ailleurs sera peut-être pas la même là pour une entreprise, je sais pas moi, en Basse-Côte-Nord, à Sept-Îles ou en Haute-Côte-Nord. La réalité peut être différente aussi, là. Oui, c'est sûr. Ben déjà, Basse-Côte-Nord, c'est une réalité différente du fait qu'il y a pas la route encore. Ben oui. Mais c'est certain que dépendant, c'est ça qui est la difficulté, dépendant de la grosseur de la boîte, de la pesanteur, de la fréquence, de la période, il y a plein de choses à tenir compte. Puis chaque entreprise évalue selon ses besoins, selon où ils en sont rendus pour trouver une solution. Mais je pense que c'est justement à se mettre à travailler ensemble puis à mettre en commun nos besoins qu'on va pouvoir être en mesure de trouver une solution qui sera viable puis qui sera déjà mieux que ce qu'on peut trouver individuellement comme solution. À suivre, en tout cas, je suis pas sûr qu'on va pouvoir envoyer ça par avion non plus là, parce que écoute, si ça coûte 3000 $ sortir de la Basse-Côte-Nord pour une personne, j'imagine qu'une boîte de crevettes ou de produits marins par exemple cuisiner en Basse-Côte, là, c'est pas facile non plus à mettre sur l'avion, là. Ça doit coûter cher. Oui, c'est certain que déjà le transport aérien, c'est pas... en tout cas, c'est plus dispendieux qu'une autre façon. C'est le genre de choses qu'on cherche à solutionner. Bon, tous les 2 ans, on organise quand même un important forum bioalimentaire sur la Côte-Nord. 2018, il y en aura un du côté de Sept-Îles, je pense, en fin d'année. Hein? Ben, là, ça fait déjà... C'est ça, on est déjà à mi-chemin, dans le fond, entre le dernier forum entre les deux. Le prochain, parce qu'il est aux 2 ans. Fait qu'effectivement, là, 2018, là, normalement, novembre 2018, ça devrait être le prochain forum. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de choses quand même dans le bioalimentaire. C'est un secteur sur la Côte-Nord qui peut être appelé à se développer. Moi, je regardais les projets là pondus à Sept-Îles par des étudiants en doctorat d'un peu partout à travers le Québec qui étaient venus ici pour un événement qui s'appelle Savoir à faire. Ça fait pas longtemps qu'ils sont rendus publics, ces projets-là, mais il y a beaucoup de choses en bioalimentaire. Ça veut dire que le potentiel est là sur la côte quand même. Oui, le potentiel il est là. On dit tout le temps un peu à la blague que tout reste à faire parce que c'est vraiment un gros terrain de jeu, la Côte-Nord. On a plein d'opportunités, mais il faut être en mesure de les développer. Il va nous falloir du capitaux, il va falloir, tu sais, fait que c'est déjà, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités à découvrir, à mettre en valeur. Oui. Fait qu'on est là. On voit qu'il y a toutes sortes d'obstacles, hein. La question des coûts de transport, c'en est un. Dans la dernière année, on a vu le prix des bleuets, là, ça a chuté sur les marchés. Ça a pas aidé nos producteurs non plus. On est dans tous ces dossiers-là, j'imagine, à la table bioalimentaire. Ouais. Le seul secteur qui marche le mieux, c'est celui des pêches. Puis encore là, des fois, on a des problèmes de ressources qui fait que c'est fluctuant, ces industries-là, quand même. Oui, ben, c'est ça. C'est des cycles, souvent, puis il faut s'adapter. Hein. La nature, c'est comme ça. On jouer avec on joue avec la ressource, on joue avec des éléments naturels qu'on contrôle pas, puis faut s'adapter. Même avec nos beaux hivers de neige, on s'ennuie pas avec la table bioalimentaire. Hein. Quand la terre dort, on fait de la planification, de la stratégie, on cherche à régler nos problèmes. Ah ben c'est sûr que l'hiver, les producteurs agricoles sont en période de planification, mais de notre côté, à la table bioalimentaire, on travaille fort pour que justement on soit prêt pour la prochaine saison. Marc Normand, directeur de cette table bioalimentaire Côte-Nord, un gros merci pour l'entrevue. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select Sept-Îles. Jusqu'au 4 mars, tous les formats de café infusé McCafé sont à 1 $. Alors célébrez l'hiver sans retenue. Célébrez dans la poudreuse jusqu'au coude, célébrez sur le bord du feu, célébrez même les jours rougis par votre randonnée en forêt. Célébrez tout ce que l'hiver a de mieux à offrir avec un savoureux café McCafé à seulement 1 $ tout format, même le très grand. C'est notre façon à nous de vous faire profiter de l'hiver.
McCafé, le café autrement. Détails en restaurant ou sur mcdonald.ca. Vous êtes, comment dire, écœuré de l'hiver? Chez Beauté Divine, on vous comprend et on veut vous aider à passer à travers le froid avec la promo Les Bronzés du week-end. Les samedis et dimanches de février, présentez-vous en duo entre 11h et 16h et profitez du spécial 2 pour 1 sur les séances à la minute. Nous sommes dépositaires de la crème Love Boho qui est naturelle à 95%. Beauté Divine, 881 Boulevard L'Or. Venez nous voir ou prenez rendez-vous au 88 961 1922. C'est une histoire que nous connaissons tous trop bien. La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause de décès criminels au Canada. Et vous pouvez aider à y mettre fin avec un simple appel téléphonique. Allô 911, je voudrais signaler un conducteur aux facultés affaiblies. Composez le 911 et avisez les services de police avant qu'une tragédie ne se produise. La vie que vous sauverez sera peut-être la vôtre. Aidez-nous à rendre nos routes plus sécuritaires. Un message de MAD Canada, les maires contre l'alcool au volant. Vous êtes autochtone, inuit, métis et vous estimez avoir été victime d'abus de la part d'un policier? Nous pouvons vous aider. Ensemble pour la justice, les services parajudiciaires autochtones du Québec sont là pour vous. Contactez-les au 1-888-844-2094, pav@spaq.qc.ca ou www.spaq.qc.ca. You are Native, Inuit or Métis, and you believe you have been victim of police abuse? We can help. Together for Justice, Native Parajudicial Services of Quebec. 1-888-844-2094, pav@spaq.qc.ca or www.spaq.qc.ca. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1. Attitude. Il y a un bel événement cette fin de semaine. Les personnes intéressées, un souper bénéfice au profit de l'organisme Greffe-toi à nous. C'est quand même une jeune organisation à cette île, précieuse pour les gens qui, on le sait, c'est à l'extérieur que ça se passe quand on doit avoir une greffe et des services dans ce sens-là. Dave Clemens, président du conseil d'administration de l'organisation, est avec nous, de même que le docteur Bruno Imbeau, qui est président d'honneur de cette activité de financement. Dave, d'abord, bonjour. Bonjour. Rappelle-nous, là, c'est quand même jeune, Greffe-toi à nous. Toi et moi, on a bien connu Lucien Dallaire, qui était vraiment à l'origine, là, qui a fondé un peu l'organisme. Effectivement, Lucien Dallaire est le fondateur de l'organisme Greffe-toi à nous. L'organisme est quand même jeune. Nous en sommes présentement à notre 5e édition. 5e édition du souper. Ça fait 5 ans qu'on aide directement des familles, des gens aussi. On va en parler un peu avec le docteur Imbeau, comment ça se passe là quand on vit en région puis qu'on doit subir une greffe. Docteur Imbeau, d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé là, à accepter de vous impliquer dans une organisation comme ça? Il y a 2 volets à cette réponse-là. La première, c'est la demande est venue de Madame Clément. Madame Clément, c'est ma patiente depuis 1993. C'est sûr, moi, je suis pneumologue. Je connais rien en transplantation cardiaque, mais je connaissais bien Maryse, puis je connaissais son implication. Puis je connaissais aussi sa détermination. Maryse a été greffée. Puis c'est clair que quand la demande est venue d'elle, c'était un oui sans équivoque. La deuxième raison, c'est parce que moi, je viens de la Côte-Nord, je suis originaire de Bécomo, puis je sais qu'est-ce que c'est vivre les déplacements. Les greffes, ça se fait dans les centres tertiaires, puis ça demande des déplacements fréquents. Quand on greffe quelqu'un, je veux dire, il y a une démarche. Ok, premièrement, il y a une évaluation pré-greffe avec des déplacements multiples avant la greffe. Les gens doivent être hospitalisés pendant un certain temps. Souvent aussi, les gens doivent héberger dans un endroit en attente de la greffe parce qu'il n'y a pas toujours des donneurs disponibles. Donc, ces gens-là ont besoin de ressources matérielles et financières pour les déplacements. Je trouvais que la cause était noble. Et l'autre chose aussi, c'est que dans la maladie, on pense souvent aux malades, mais aussi il faut penser aux aidants proches. Puis ces gens-là, en aidant le malade, veut pas, mais ça les aide. Bon, il y a la greffe qui survient avec une hospitalisation qui est souvent longue. Mais après la greffe, les patients ont besoin d'un suivi qui est régulier et fréquent. Puis à ce moment-là, quand on vient de loin, je veux dire, on peut pas tout le temps se déplacer en auto. Puis l'autre chose aussi,
en plus, quand on est greffé, des fois ça va bien, mais des fois il se passe des ratés, puis souvent on a besoin de rendez-vous médicaux un peu plus rapidement, imprévus, puis à ce moment-là, je trouve que c'est une belle cause pour aider ces gens-là. On pourrait penser que c'est un petit peu plate de parler d'argent quand on parle de besoin d'une greffe, de problèmes de santé aussi importants quand même, mais vous en côtoyez des gens qui l'ont vécu, c'est au cœur de leurs préoccupations parce que l'État paye pas nécessairement tous les déplacements non plus là-dedans. Hein? Non, c'est clair que les centres hospitaliers couvrent une certaine partie de déplacement, mais malheureusement, ça ne couvrira jamais l'ensemble des frais causés aux patients puis à l'ensemble de sa famille, que ce soit juste au niveau des déplacements, mais aussi au niveau de l'hébergement. Et le stress financier, l'entourage, c'est important d'avoir le soutien. Je pense que c'est primordial, hein, ces gens-là, c'est ce qu'ils ont besoin, d'être un peu sécurisés, de pas avoir d'autres soucis ailleurs que leur guérison finalement. Je suis vraiment je suis totalement en accord avec vous. C'est clair que les gens qui sont greffés, ils n'ont pas à vivre de stress financier. Je pense que leur quotidien, c'est un combat de tous les jours. Puis ces gens-là, on se bat contre la maladie. Puis je pense qu'ils n'ont pas besoin non plus d'avoir un stress financier surajouté à leur état de santé. On le sait, Dr Rimbaud, on est une petite région, on a des services, le gouvernement nous en paye une partie, mais il y a beaucoup de choses qui sont à l'extérieur. Dans le cas de quelqu'un, là, que ce soit poumon ou quel que soit l'organe, c'est toujours à l'extérieur, hein, mais il n'y a pas juste l'opération, il faut y aller avant, il faut y retourner pour des suivis après, c'est beaucoup de voyages finalement. Oui, effectivement, puis l'autre chose aussi en plus, ça se fait dans des centres ultra spécialisés. Malheureusement, je veux dire, ça se fait pas ici parce qu'il y a une question de volume, il y a une question d'expertise. Il faut que cette expertise-là soit concentrée dans les grands centres. L'autre chose aussi, dans le suivi, il y a les suivis, les évaluations médicales, mais il y a de nombreux examens. Il y a de nombreuses choses aussi qu'il faut surveiller, comme la toxicité reliée aux médicaments, tout ça, ces choses-là. Puis des fois, on a des problèmes, puis ces gens-là ont besoin d'un suivi régulier et serré. Puis chaque cas est unique. Des fois, il y a des gens qui sont comme un peu entre les deux. On les hospitalise pas nécessairement. Il y a des soins à domicile, mais c'est des situations particulières. Ouais, c'est ça. Les gens sont d'autant vulnérables, surtout quand on tombe entre deux chaises. On n'est pas assez malade pour être hospitalisé, mais on est trop malade pour pas être à la maison. Puis à ce moment-là, c'est clair qu'on a besoin d'une évaluation médicale par les gens qui nous ont greffés. Puis à ce moment-là, ça amène des déplacements d'urgence, donc des coûts additionnels. Puis je pense que c'est pour ça que l'organisme Greffe-toi à moi, je pense que c'est quelque chose d'important pour les gens qui sont greffés. Ça fait des années que vous pratiquez à cette île. L'éloignement, on le vit quand même, surtout dans le réseau de la santé. C'est quand même un jeune organisme. Vous avez dû connaître l'époque où ça existait pas. Pour vous, c'est vraiment un plus là pour les gens qui la clientèle finalement qui subit des greffes ici. C'est clair que c'est un plus. Puis ce qu'il faut regarder aussi, c'est que depuis les années 80, le nombre de greffes, peu importe l'organe et peu importe le nombre, a augmenté depuis les années 80. Fait que veut pas. Aujourd'hui, c'est important d'être généreux pour aider des gens qui ont été greffés. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un jour, ça peut nous arriver à nous. Fait que c'est important d'être généreux. Quand le docteur Rimbaud nous parle de Maryse, c'est ta sœur, Dave. Je pense que c'est probablement une des raisons pour lesquelles tu es rendu président du conseil d'administration de Greffe-toi à nous. Mais c'est vraiment des gens là de cette île, de toute la Côte-Nord que vous aidez, des familles qui en ont vraiment besoin. Effectivement, on n'aide pas juste les gens de cette île, on aide les gens sur la basse Côte-Nord, Port-Cartier. Il y a quelqu'un même de Port-Cartier qui fait partie de notre conseil d'administration. Il y a beaucoup de demandes depuis 5 ans. On a soutenu tout ce qu'on a pu. On peut pas tout le temps tout répondre à tout ce qu'on a comme demande. Ça prendrait peut-être 10 soupers par année. Idéalement, c'est qu'il n'y en aurait pas de demande parce qu'on n'en veut pas des gens malades, mais nous sommes là pour les soutenir. Comme le docteur Rimbaud mentionnait tantôt, il y a de nombreuses dépenses reliées à ça. Puis l'organisme vient mettre un baume aussi des fois pour éviter que la personne malade et l'entourage n'aient pas à se soucier nécessairement de l'enjeu financier. Et la meilleure opportunité qu'on a dans l'année pour soutenir l'organisation Greffe-toi à nous, c'est samedi, le souper bénéfice à cette île. En plus, ça va être une super belle soirée de musique, spectacle, un bon spectacle, le Maudit Groupe, ça rock ça. Oui, ça va être une très belle soirée, mis à part l'aspect musique. Venez voir, venez nous participer à l'événement. C'est un très bon repas, c'est une longe de part, c'est un service aux tables cette année, on a innové. Par la suite, il y a des encans silencieux, des encans
Cancan Crié, puis la soirée dansante avec le Maudit Groupe et Nathalie Noël qui se sont, c'est le cas de le dire, se sont greffés ensemble pour assurer la partie musicale de la soirée. Ça va se passer au Centre des Congrès, donc à partir de 17h30. J'imagine qu'on est mieux d'appeler là dans les prochaines heures, réserver une place. Là. Vous pouvez me rejoindre, Dave Clemens, au numéro de téléphone 418-961-3872. Le coût des billets est de 60$ par personne, c'est pas beaucoup. Puis vous allez passer une très belle soirée. En terminant, puisqu'on parle de Greffe-toi à nous, l'organisme a une autre mission aussi. Hein, on fait un peu la promotion, le don d'organes, Dr Rimbaud. Des fois, je sais pas, c'est parce qu'on l'oublie, parce que finalement, il y a aucune raison d'hésiter à signer la carte là, puis à faire un don d'organes. Ça peut juste aider quelqu'un un jour, puis nous, ça peut pas nous nuire. C'est clair, c'est le geste le plus important à faire, ok, parce qu'on sait jamais quand est-ce que quelqu'un va avoir besoin de quelqu'un. Puis l'autre chose aussi en plus, c'est que oui, il y a des gens qui sont greffés, mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'il y a des gens qui meurent en attente de greffe parce qu'il n'y a pas de donneur compatible. S'il vous plaît, signez votre greffe. Eh bien, Dr Bruno Imbeau, Dave Clemens, président du conseil d'administration de Greffe-toi à nous, un gros merci pour l'entrevue. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Taxi! Pour un taxi, signalez Dièse Taxi sur votre téléphone mobile. C'est Dièse 8294 pour la première voiture disponible ou la compagnie de taxi de votre choix. La ligne n'est jamais occupée et le service est 24 heures partout au Canada. Prendre un taxi est plus simple que jamais. Planifiez d'avance aussi. Alors si vous buvez, ne conduisez pas. Composez le Dièse Taxi. Le Dièse 8294 sur votre cellulaire. Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 411. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Avec Ghislaine Langelier, la présidente du conseil d'administration de la station de ski Galix. On va parler d'avenir, ce fameux chalet, là, la subvention et tout. Ben, il semble qu'on va aller de l'avant en 2018. Hier, il y avait vraiment une conférence de presse sur où on a fait le point là sur le projet de construction d'un nouveau chalet. Madame la présidente, bonjour. Bon matin, Jean. Les principaux points abordés hier, là, la subvention, 1 460 000. Il fallait comme négocier avec le gouvernement, hein, parce qu'on n'a pas agi tout à fait dans les délais prévus, finalement. Non, c'est pas tout à fait ça. On avait des conditions à remplir pour obtenir l'autorisation finale. Alors, avant les fêtes, c'était justement les étapes que nous avions à répondre, en fin de compte, différents points pour obtenir l'autorisation finale. Hier, la conférence de presse était dans le but d'annoncer que nous avons obtenu l'autorisation finale. La seule condition qui nous reste à faire, c'est finaliser notre mise de fonds. OK, mais on a un bon bout de chemin de fait quand même. Là. On cherchait 600 000 avant le début de la saison de ski. On a à peu près un demi-million, c'est ça? Ce qu'on a de besoin, c'est une mise de fonds de 651 000. On avait déjà 160 000 de ramassés. Fait que notre objectif était d'aller chercher environ 500 000. Et puis, présentement, on a, avec le 165 qu'on avait déjà des années antérieures, on a 510 000 de ramassés. Fait qu'il nous manque 140 000 environ. Bon, ça veut dire qu'au moment où on se parle, là, c'est pas mal confirmé. On va avoir un nouveau chalet quelque part pour la prochaine saison de ski. Dans mes objectifs, c'est exactement ça. Moi, je prévois débuter la construction cet été. OK, notre prochaine étape, c'est on part
en appel d'offres pour voir à quel prix le bâtiment va sortir. Selon nos estimations, sur notre projet qui était évalué à 3 255 000, le coût maximal du bâtiment ne doit pas dépasser 2,7 millions. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres choses aussi dans le projet. Hein? Il y a d'autres commodités, d'autres améliorations qu'on veut apporter? C'est que dans la subvention, tout ce qui est les services techniques, téléphonie, télécom, informatique, les services de location, là, ce qu'on appelle le ProShop, et tout le service alimentaire, restauration, cuisine, mobilier ne sont pas inclus dans la subvention. Ça fait que c'est pour ça qu'on poursuit notre campagne de financement, parce que ça, il va falloir l'équiper et présentement, on n'a pas encore les sous pour ça. Oui, Madame Langelier, je vois là dans le communiqué que nous a envoyé le directeur de la logistique de Ski Galix qu'il y a quand même des bons partenaires qui sont derrière vous. Hein? Nos grandes entreprises ont fait leur part. Je vois que Rio Tinto IOC va être un partenaire Descente à 100 000 et plus. Aluminerie Alouette, un partenaire Super G. On a trouvé des beaux noms aussi pour vos partenaires quand même. Oui, effectivement, on reste dans le thème du ski. Justement, à l'approche des compétitions olympiques, on est pile dedans. Ben oui, il y a aussi des partenaires géants, des partenaires slalom, des partenaires freestyle. On s'est vraiment fié au thème populaire dans votre domaine. Exact. Effectivement, on a plusieurs entreprises qui sont déjà embarquées avec nous, qui croient au projet, mais on a encore besoin du soutien de la communauté et de la communauté d'affaires. Ça fait qu'on lance un dernier appel pour nous aider justement à finaliser notre mise de fonds pour réaliser le projet. C'est pas trop dur à vendre, quoi? Un nouveau chalet à la station de ski, quand même, ça sert seulement une saison pendant l'année. Je pense que du côté des gens d'affaires, on est conscient de l'importance d'avoir du ski dans une ville comme cette île. Entre autres, quand on est en période de recrutement de personnel, là, faut qu'on soit attractif, faut montrer qu'il y a des belles affaires qui se passent chez nous, dont le ski. Exactement. On est une région considérée comme éloignée, mais on a tellement des avantages dans notre région qu'il faut en profiter. Et puis, non, je ne trouve pas que le projet est dur à vendre parce que les gens sont conscients et réalisent bien que c'est un bien essentiel pour la collectivité. Le chalet est désuet depuis des années. Il va-tu être en brique pour vrai? Parce que pour les citoyens, notre façon de contribuer, c'est d'acheter une brique symbolique. Virtuelle, exactement. Mais le chalet sera pas en brique nécessairement, là. Non, il est pas en brique. On est modeste comme bâtiment. On y va selon nos moyens. Les briques sont virtuelles, mais il va sûrement en avoir quelques-unes. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, pour les gens qui connaissent bien la station de ski, le chalet va apporter quoi de plus, là? On va changer un petit peu l'emplacement, la disposition des lieux aussi, hein? On change un peu la disposition des lieux, mais ça va être plus facile d'accès, le service va être meilleur, on bonifie l'espace pour la clientèle à l'intérieur du bâtiment, parce que présentement, on a environ 155 places, puis on va arriver avec un bâtiment de 240 places. Ouais, on va être moins tassé un peu. Ouais, à cette île, il y a toujours du monde qui vont critiquer le déneigement depuis 2 ans parce qu'on a beaucoup de neige, mais à Ski Galix, on doit pas critiquer des hivers de neige quand même. On est heureux depuis 2 ans chez vous. On a les plus belles conditions au Québec présentement. On a de la neige naturelle, pas de glace. La neige est tellement belle que tu tombes, tu te fais pas mal. On a vraiment les plus belles conditions. N'hésitez pas à venir jouer dans la neige à la station. Vous allez voir, c'est magnifique. Oui, il y a la relâche qui s'en vient. C'est toujours une période importante pour les stations de ski du Québec. Ici, à cette île, il nous reste quand même quelques belles semaines. Hein? Le ski de printemps, c'est peut-être la plus belle période de l'année pour les skieurs, là. Oui, et profitez-en parce que avec la construction du projet, cette année, il n'y aura pas de prolongation de saison. La saison va jusqu'à la mi-avril. Profitez de toutes les fins de semaine qui se présentent parce qu'à la mi-avril, mon objectif, c'est de débuter la construction. Est-ce que ça a été une année difficile pour les gens bénévoles impliqués, le conseil d'administration de Ski Galix? Là, on a eu quand même des moments de stress autour de ce projet de chalet. C'était compliqué, les subventions, la recherche de financement. C'est pas toujours des démarches super plaisantes, là. La présidente en sort quand même avec un sourire aux lèvres.
faut rester optimiste. C'est sûr qu'on travaille très fort, on met beaucoup de temps dans le dossier, mais c'est bonifiant. Les gens nous soutiennent, la population est derrière nous, puis je pense que c'est ça qui nous donne le coup de pouce pour poursuivre notre mission. Oui, et on a parlé des partenaires privés. On peut mentionner aussi les partenaires de la première heure, hein, les deux villes de Sept-Îles-Port-Cartier, la MRC. Ce sont toujours des gens. Le politique est derrière Skigalix, finalement. Oui. Ils nous soutiennent à fond dans le projet. Ça fait du bien aussi d'être soutenu par eux, parce qu'on a besoin de ce soutien-là. C'est essentiel à la survie de la station. Ghislaine Langelier, bravo à toute l'équipe qui a travaillé très, très fort dans ce dossier de la station récréo-touristique pour le nouveau chalet. Ça fait des années qu'on en parle dans les médias aussi. Là, c'est presque confirmé. Alors, bravo pour tout ça. Je pense que c'est un succès puis qui va faire plaisir à bien du monde à Sept-Îles-Port-Cartier. Merci, Jean. Et puis, j'invite toujours la population. N'hésitez pas à vous impliquer. C'est important. C'est un bien collectif qu'on a tous besoin, puis on peut profiter de l'hiver avec ça. Bonne fin de saison de ski. Le message qu'on a passé aussi, c'est qu'il n'y aura pas de prolongement de saison. Alors, faut en profiter jusqu'à la mi-avril. Exactement. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, bye. Alors, encore une fois, une bonne émission, Jean. C'était des choses très d'actualité, mais les gens n'étaient pas toujours disponibles, donc ça se fait souvent par téléphone. C'est pour ça que vous m'avez pas entendu intervenir beaucoup durant cette émission. Ça, hein? Hier, on avait 4 entrevues en direct avec Valérie. Puis là, ce matin, le premier message envoyé à Tommy, c'est désolé, Tommy. Il n'y a pas de problème. Pas trop. J'étais là à la mise en onde et pour l'introduction et la conclusion, on vous rappelle que les émissions sont déposées sur la page Facebook. Donc, si vous voulez réentendre certaines entrevues, c'est déposé sur la page Facebook dès demain. On va écouter tes reportages à nous.tv ce soir à place. Excellent. Et Jean, tu continues de suivre l'actualité et faire des bulletins de nouvelles pour les prochains jours et la fin de la journée. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. À demain pour Jean et à la semaine prochaine pour moi.